Le troisième point, c'est l'importance de l'Afrique durant l'ère hellénistique antéchrétienne. Alors, ici, nous allons commencer par l'importance géopolitique. À cette époque, c'est-à-dire dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, le déclin de l'Égypte en tant que puissance hégémonique est déjà bien entamé. Et donc, Alexandre le Grand, que vous connaissez, roi de Macédoine et empereur de l'Empire grec, va conquérir l'Égypte. Et donc, à partir de ce moment, l'Égypte va devenir une région hellénistique, c'est-à-dire qu'on va parler grec et on va adopter la culture grecque dans la région nord-africaine. De l'Égypte, on va même jusqu'à certains pays du Maghreb, tels que la Tunisie. Et chose importante, c'est que en même temps que l'Égypte est conquise, quelques temps plus tard, Israël aussi sera conquis par Alexandre le Grand. Et Israël va connaître les mêmes phénomènes sociologiques que l'Égypte, c'est-à-dire l'introduction de la langue grecque et l'introduction des influences de la culture et des croyances grecques. Ça, c'est très important. On aurait pu faire une autre conférence sur l'impact de l'introduction de la culture et des croyances grecques sur la foi chrétienne actuelle. Et vous verriez, et nous verrions, que certaines choses qu'aujourd'hui on dit appartenir au prophétique, en réalité appartiennent aux croyances grecques, tout simplement. L'importance géospirituelle et intellectuelle cette fois-ci. Alors, dans cette même période, c'est-à-dire en 288 avant Jésus-Christ, sera construite en Afrique la plus grande bibliothèque de l'Antiquité. C'est la bibliothèque d'Alexandrie avec, certains pensent, entre 40 000 et 400 000 papyrus. En d'autres termes, il fut un temps où le centre de rayonnement intellectuel du monde fut en Afrique, en Égypte, en Alexandrie. Deuxième chose, dans la même période à peu près, un événement majeur va avoir lieu vers 270 avant Jésus-Christ, c'est que 72 savants juifs vivant en Égypte, en Alexandrie, voyant la domination internationale de la langue et de la culture grecque sur l'Égypte et une bonne partie du Proche-Orient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opérer la traduction de tout l'Ancien Testament en grec. Et on va appeler cette traduction la version des Septante. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet événement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette traduction de la Bible de l'hébreu en grec va jouer un rôle spirituel et même géospirituel majeur, car c'est cette version que les auteurs du Nouveau Testament vont à chaque fois utiliser dans leur citation de l'Ancien Testament. Donc, comme Matthieu cite l'Ancien Testament, il se sert de la Septante. Quand Paul cite l'Ancien Testament, il se sert de la Septante. Or, la Septante a été traduite où? La Septante a été traduite en Afrique. Et donc, j'ai mis cette petite conclusion-là en rouge et en gras. On a vu dans la première partie de notre conférence que la Torah est en grande partie née sur le sol africain au Sinaï. Ah, c'est un. Et on vient de voir que l'Ancien Testament hébreu, entièrement traduit en grec, aussi est né en Afrique. Et cette traduction de l'Ancien Testament a été utilisée pour concevoir le Nouveau Testament. Ceci pour dire que l'Afrique est donc bel et bien un berceau de la foi judéo-chrétienne. En d'autres termes, la Bible est bel et bien un livre africain. La Bible, je le répète, est bel et bien un livre africain. Oh non, vous en faites avec des livres, machin. Oh non, machin. La Bible est un livre africain. Oh non, les Européens ont amené la Bible en 1800. La Bible est née en Afrique. La Torah a été donnée à Moïse en Afrique, au Sinaï. Oh non, nos ancêtres. L'Ancien Testament a été traduit en grec en Afrique.
Nous allons retourner aux sources. Quelles sources? L'Afrique connaissait la Bible avant tout ce monde-là. Et je suis surpris que les intellectuels chantent sur des plateaux des choses qui sont pourtant facilement vérifiables. Et on va même plus loin. L'Afrique est une terre d'importance spirituelle majeure pour la naissance et la consolidation de la foi judéo-chrétienne, car l'Afrique est le berceau primitif de sa littérature principale qu'est la Bible. Et cette approche paradigmatique est celle qui est la plus proche de la vérité. Donc quand on dit que la Bible est le berceau primitif de la Bible, ce n'est pas une idéologie, mais c'est une affirmation qui est historique, scientifique, donc empirique et vérifiable. Donc pour débattre avec les chrétiens sur cette affaire de la Bible, il faut se cultiver. Maintenant, nous allons, durant l'ère hellénistique en fait chrétienne, ou pré-chrétienne, voir le témoignage de Hérodote. Alors, Hérodote est un historien grec qui est considéré, il y a des étudiants de l'histoire géo ici. Histoire géo, il y en a? Ok. Hérodote est considéré par les Occidentaux comme le père de l'histoire moderne, c'est-à-dire l'histoire en tant que discipline scientifique. Et Hérodote nous témoigne à l'époque de la grandeur d'un autre peuple africain déjà cité, donc les Éthiopiens. Des gens admirables, charismatiques par leurs apparences. Je vais lire rapidement, si vous le permettez. Une petite séquence de ce que Hérodote dit des Éthiopiens, donc des Africains noirs. Voilà ce que Hérodote dit, c'est juste une petite portion de ce qu'il dit. Il dit, l'Éthiopie, ou Couche, produisait beaucoup d'or, avait des éléphants monstrueux et toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène. Écoutez ce qu'il dit des hommes noirs éthiopiens. Les hommes y sont grands, beaux, bien faits et vivent très longtemps. Rapportant les propos d'un hiérogrammatéus de Saïs en Égypte, il explique qu'entre Syène et l'île d'Éléphantine se trouvent deux montagnes, Krophi et Mophi, où sont situées les sources du Nil. Bon, je vais sauter. Bon, voilà un peu en gros ce que Hérodote. Il dit beaucoup d'autres choses sur les Éthiopiens, mais c'est quand même assez long. Et donc je vais sauter. Je pense qu'on était sur le témoignage d'Hérodote. Hérodote dit donc que les Éthiopiens étaient des hommes grands, beaux, d'une stature imposante. Ils étaient des gens admirables et charismatiques par leurs apparences. En fait, ce témoignage n'est pas anodin, parce qu'on a là le témoignage du père de l'histoire en tant que discipline scientifique sur les Africains. Ça veut donc dire que jusqu'à cette époque-là, dans tout le monde antique, donc déjà, que ce soit au niveau des écrivains bibliques, comme au niveau des savants occidentaux, l'Afrique était un continent considéré et ses habitants étaient respectables, même déjà de par leurs apparences. D'accord? Alors, ensuite, Diodore, qui est un autre historien grec du 1er siècle, donc on va dire 4 siècles après Hérodote, lui aussi va rendre un vibrant hommage à l'Éthiopie. Et je vais lire rapidement quelques phrases qu'il dit de l'Éthiopie, donc des Noirs africains. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. Écoutez ce qu'il dit. Et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler les autochtones.
Ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc au sud, parce que l'Afrique est au sud de la Grèce, sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. Donc Diodore, déjà ici au 1er siècle, dit que les Africains sont les premiers habitants de la terre. Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. Il dit aussi, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété et leurs sacrifices paraissent les plus agréables à la divinité. Bon, là il exagère un peu, il verse dans les croyances grecques. Mais n'en demeure pas moins qu'on a ici le témoignage de deux historiens grecs séparés par 400 ans, qui sont tous élogieux sur l'Afrique et ses habitants. Rappelez-vous que lorsqu'on parle des Couchites ou des Éthiopiens, on parle simplement de Noirs. On n'est donc pas simplement circonscrit au périmètre de l'Éthiopie, mais on parle de toute l'Afrique subsaharienne. D'accord ?